Donc Juliette Jarry, sur cette question, on est bien d'accord, on a besoin d'infrastructures. Vous êtes vice-présidente aux infrastructures et à l'économie numérique. La deuxième va passer en ligne première. Donc aujourd'hui, sur ces trois problématiques, c'est l'arrivée des océans sur les RIP, le New Deal mobile et le mix technologique, quelle est, je dirais, la philosophie d'intervention de la région? Alors, si vous le permettez, déjà, il y a un troisième thème dans ma délégation que je mentionne parce qu'il est important, c'est les usages. Les usages, oui, ok. Et je voudrais juste faire une petite introduction assez générale avant de répondre à votre question. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de sujets et je pense qu'en matière de numérique, il y a trois questions, à mon sens, qui sont absolument fondamentales aujourd'hui. Il y a évidemment la question des infrastructures et je vais y revenir pour vous répondre. Je crois aussi qu'il y a une question qui est complètement structurante aujourd'hui, qui est celle de la formation. La formation initiale, mais aussi de la formation continue, de la formation des élus, de manière générale de la diffusion d'une culture numérique. En Auvergne-Rhône-Alpes, on estime aujourd'hui qu'il nous manque à peu près 6 à 7 000 personnes, 6 à 7 000 postes qui sont non pourvus, faute de salariés formés, et c'est une tendance lourde. Donc le chiffre qu'on a aujourd'hui, c'est un chiffre qui va aller qu'en augmentant, et notamment sur la question, on peut faire du lien là aussi sur les infrastructures. Dans les 2-3 ans qui viennent, on va avoir besoin de 2500 personnes formées sur notre région pour déployer les infrastructures. Parce qu'on en discutait ce matin avec le ministre et le secrétaire d'État, on peut tous collectivement mettre des dizaines de millions d'euros sur cette question de développement des infrastructures. Si on n'a pas derrière... Oui, ce micro me paraît un petit peu gratteux. Si on n'a pas derrière des personnes formées qui vont sur le terrain déployer la fibre, qui vont faire des soudures de fibre optique, etc., ça ne sert strictement à rien. Donc je crois que c'est aussi une question qu'il faut approcher de manière systémique. Et la troisième question, parce qu'elle a été abordée un petit peu tout à l'heure aussi à travers la question de l'intelligence artificielle, et qui touche, à mon sens, tout particulièrement les élus locaux, c'est la maîtrise de la donnée. Il y a un chiffre qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, Étienne Blanc le rappelait tout à l'heure, le budget de la région, c'est 3-4 milliards d'euros, 5 si on compte la gestion des fonds européens. 5 milliards d'euros, c'est énorme, c'est un budget qui est très important, mais c'est juste un mois de bénéfices de Google. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle uniquement de bénéfices. Et on sait aujourd'hui que les GAFA, particulièrement, mais aussi les BATX, qui ont une culture un peu moins démocratique que les GAFA, sont en train d'arriver sur plein de questions, notamment autour des compétences des collectivités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, Apple indiquait qu'ils allaient lancer une nouvelle application qui leur permettrait de récolter toutes les informations qui sont sur les permis de conduire, qui sont sur les passeports, qui sont sur les cartes d'identité. Donc les collectivités locales, si elles veulent rester pertinentes, elles doivent aussi se saisir de ces questions de données et de maîtrise des données. Donc au niveau de la région, on a essayé, nous, de faire une feuille de route stratégique assez systémique et assez globale, pour nous-mêmes évidemment, mais aussi pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs sur notre territoire. C'est le premier pilier de notre feuille de route, c'est les infrastructures, donc en très haut débit et en téléphonie mobile, sur lequel on va mettre effectivement 450 millions d'euros sur les années qui viennent. Le deuxième sujet, c'est les impacts du numérique sur l'emploi et la formation. Donc on a un grand projet de campus numérique. Un accompagnement aussi à la transformation numérique des entreprises. Et enfin, le dernier pilier, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions de la citoyenneté et de la confiance numérique sur notre territoire. Et ça revient à cet enjeu autour des données. Après, pour répondre sur la question des infrastructures, donc depuis 2 ans et demi, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un fil rouge qui est à la fois la coordination avec les acteurs du territoire, donc les départements, les EPCI, et aussi, je crois qu'on peut le dire, un certain volontarisme sur cette question. La première année, on a augmenté notre budget de 40%, parce que je pense que, et on est tous convaincus aujourd'hui, on doit accélérer le déploiement des infrastructures. Alors, il y a un moment donné où on le dit, et puis il y a un moment donné où on le fait. Et au niveau de la région, ça se passe notamment par à la fois cette augmentation du budget et aussi par un soutien qu'on a pu apporter en termes d'ingénierie notamment aux différents RIP, avec des audits qui ont pu être menés pour aider les RIP à être un peu plus performants. On sait qu'il y a un certain nombre de DSP récemment qui ont été attribués dans des départements voisins du Cantal, par exemple.
toute une réflexion, nous, on ne pas qu'il y ait une prime au dernier entrant, en se disant que ceux qui ont été innovants, ceux qui en 2011, 2012, 2013 ont lancé des projets qui étaient pionniers soient pénalisés. Donc il y a aussi toute cette réflexion pour que l'Auvergne notamment, qui est le premier RIP de notre région, puisse continuer ses déploiements sans que ça pèse trop sur les finances publiques. Merci. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Vous restez avec nous, donc je viendrai vous consulter à l'issue de chacun de nos temps forts. Messieurs, merci. Merci d'être avec nous pour aborder ce sujet. C'est le mariage de raison entre les OSEN et les RIP. Alors, mariage de raison, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un moment que les RIP voulaient que... Alors, les OSEN, opérateurs de communication d'envergure nationale. Opérateur commercial d'envergure nationale. Donc, autrement dit, c'est Orange, Free, Bouygues et SFR. Hein, on est d'accord. Donc, première question à vous trois. Hein. Donc, les OSEN, ils ont résisté visiblement longtemps, vous quatre, pardon. Oui, parce que j'ai 3 questions, mais pour 4 personnes. Les OSEN ont résisté longtemps à l'idée de venir sur les RIP, dont ils étaient ni délégataires ni propriétaires. Quelles sont, selon vous, en 2 phrases, hein, les raisons qui les poussent à venir maintenant et à venir rapidement, puisque, juste pour l'information, effectivement, Free est arrivé sur le réseau d'altitude en Grand Est, et SFR et Bouygues Télécom ont annoncé venir sur les réseaux de Covage. Voilà. Alain Lagarde, qu'est-ce qui les motive? Si vous permet, je peux faire une réflexion liminaire. De toute façon, je suis aussi un ancien tourneur électrique, je viens assez régulièrement. J'ai dirigé un syndicat mixte, mais je m'exprime aujourd'hui donc avec certaines réserves, puisque je représente l'ADICA et je suis vice-président. Mais je trouve qu'il y a une petite remarque liminaire qui n'est pas tout à fait à propos dans ce que tu disais, Sébastien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme sur le devenir des territoires ruraux et qu'on utilise un petit peu la méthode Coué. En ce sens que je crois que aujourd'hui la condition du maintien de population, c'est d'apporter des moyens qui bénéficient d'une collectivité optimale. Et je crois qu'il faut qu'on apporte d'abord aux élus, aux membres de l'ADICA, parce que je représente l'ADICA aujourd'hui, un certain nombre d'éléments. Parce que j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'on fonctionne un peu à géométrie variable et qu'il y a des changements qui s'opèrent aujourd'hui sur des sujets qu'on pourrait évoquer là même aussi, c'est pas le sujet de cette table ronde, mais sur les OSEN. Alors, la question que tu posais effectivement, j'ai quelques chiffres si vous voulez. Hein. Si on prend un RIP, on voit actuellement que son taux de pénétration atteint rapidement les 20%. Puis progresse plus lentement jusqu'à 30%, pour atteindre ensuite un palier. En arrivant, en revanche, l'arrivée ne serait-ce que d'un seul OSEN, la commercialisation s'accélère et approche dans certaines communes, les rurales, les 100% des accès à Internet. En peu de phrases, j'essaie de résumer la situation. Cela étant, en clair, on ne peut pas parler de différence d'offres entre les OSEN et les opérateurs locaux. C'est plutôt la notoriété qui fait qu'il y a une attractivité. Voilà. Merci Alain Lagarde pour cette introduction. Donc Antoine Larode, du point de vue de l'État, l'Agence du numérique, la mission très haut débit, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on a tort de s'enflammer, comme je dis à Alain, alors qu'effectivement en même temps on sait que ça va accélérer la pénétration. De notre point de vue, l'arrivée progressive des OSEN, alors les OSEN, c'est un terme qui me semble pas tout à fait juste, puisqu'il y a des opérateurs d'envergure nationaux qui sont parmi les 4 qui ont été cités. Et je reviendrai dessus parce que c'est important en termes de rupture d'innovation, c'est aussi le moment où on peut arriver à voir de nouveaux acteurs, en tout cas de nouveaux services. Un point qui est important, d'abord, c'est que des réseaux d'initiative publique, on en a beaucoup semé, préparé, on a labouré. Il n'y en a pas encore énormément de prises de réseaux d'initiative publique qui sont effectivement commercialisables. Et les grands opérateurs, effectivement, il faut un volume minimum et des effets coûts pour venir. Là, on est en train de franchir le million de lignes de réseaux d'initiative publique. C'est pas étonnant que c'est à partir de cela que les grands opérateurs sont en train de s'intéresser aux réseaux d'initiative publique. Premier point. Deuxième point, c'est que les réseaux d'initiative publique, après, sont commercialisés par des opérateurs sous leur marque. Et donc, la qualité du réseau va avoir une importance considérable sur la perception de la qualité de la marque de l'opérateur. En clair, les grands opérateurs, ils n'ont pas envie de venir sur un réseau
qui ne seraient pas de qualité et sur lesquels ils ne pourraient pas développer leurs services. Donc l'arrivée massive des opérateurs, des grands opérateurs sur les RIP signifie pour nous une forme de certification, de validation du fait que les réseaux d'initiative publique sont des réseaux de qualité, une qualité comparable à celle qu'on peut rencontrer lorsque les opérateurs déploient sur leur fonds propres. Et donc c'est une double bonne nouvelle. C'est d'abord, on a atteint le seuil critique qui va permettre de faire la bascule, et deuxièmement, ça valide la qualité de ces réseaux. Après, bien évidemment, comme l'a dit Alain tout de suite, l'aiguillon concurrentiel est essentiel. Un opérateur qui commence à perdre des parts de marché de détail parce qu'il n'est pas présent sur un réseau d'initiative publique, fatalement, s'il y a un niveau de qualité de service du RIP suffisant, il viendra sur le réseau d'initiative publique. Et j'ai cru comprendre, mais Madame la vice-présidente pourra peut-être préciser tout à l'heure, qu'on avait eu des bonnes nouvelles ce matin concernant le réseau régional. Merci Antoine Narode. Étienne Dugard, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les opérateurs de RIP, des opérateurs, comme on dit, neutres et indépendants, parce que parallèlement au RIP, s'était développé tout un écosystème de FAI locaux. Alors est-ce qu'ils vont effectivement péricliter? On se doute qu'ils ont peut-être créé aussi une stimulation dans la concurrence. Donc comment Infranum, nous venons de la FIRIP, analyse cette nouvelle? Alors bonjour à tous, merci d'avoir rappelé qu'effectivement nous avions changé de nom. Tu te souviens, Sébastien, que j'ai lancé l'initiative Infranum il y a 6 ans, ici, à Ruralitique. Et ça fait toujours un immense plaisir que de revenir à Ruralitique. Et je suis ravi qu'Infranum soit présent pour cette 13e édition. Merci donc à Ruralitique et à l'ensemble de ses partenaires de nous accueillir. Sur le sujet des OCEN, je partage l'avis d'Antoine, l'appellation OCEN est effectivement pas la bonne. Sur le sujet des OCEN, vous m'avez toujours entendu dire que c'était un non-sujet. C'est facile à dire aujourd'hui quand ils sont venus sur les réseaux, mais vous pouvez reprendre tout ce que j'ai pu dire ces 5 dernières années, à chaque fois quand c'était le problème de la commercialisation, où objectivement un certain nombre d'observateurs nous bassinaient avec ce souci, j'ai toujours dit, mais c'est pas un problème, c'est pas le sujet. Ils viendront. Ils viendront. Et pourquoi j'étais aussi convaincu que ça? Pour les raisons tout simplement pour lesquelles ils sont là aujourd'hui. Et Antoine vient de le dire. À partir du moment où ils voient leur part de marché baisser, par définition, ils se mobilisent. Et évidemment, mais Antoine l'a dit également, c'est qu'il y a très très peu de prises aujourd'hui commercialisables. Et donc par définition, on parlait de choses complètement abstraites qui n'existaient pas. C'est aussi compliqué de demander à des opérateurs de se positionner sur des prises qui n'existaient pas. Aujourd'hui, on commence réellement à avoir des volumes conséquents et ça permet aux grands opérateurs de se positionner. Et on comprend bien qu'ils n'allaient pas s'adapter aux différents SI des opérateurs de RIP pour quelques prises. À partir du moment où on parle de centaines de milliers de prises, à partir du moment où on parle de millions de prises, il n'y a plus de sujet et ils sont présents. Il y avait un deuxième point qui était les conditions économiques. Combien de fois, Antoine, a pu entendre parler des conditions économiques liées au RIP qui, manifestement, seraient un frein à l'arrivée des OCEN. L'ARCEP, avec l'agence, l'État globalement a joué parfaitement son rôle avec les fameuses lignes directrices. Et aujourd'hui, je n'entends plus parler des problèmes de conditions économiques d'arrivée des OCEN sur le réseau d'initiative publique. En revanche, il y a un souci qui, de mon point de vue, sur lequel nous devons collectivement être vigilants, et qui, pour le coup, les réseaux d'initiative publique et les collectivités locales ne peuvent pas grand-chose, c'est le tarif de commercialisation des services à l'utilisateur final, au citoyen. Où là, on voit des rabais perpétuels avec des prix défiant toute concurrence. Après, chacun les mettre chez soi. Hein. Je pense que les opérateurs sont grands, savent ce qu'ils font. Néanmoins, juste pour mémoire, vous savez qu'en France, on a ramené au niveau de vie de la population le coût le plus bas quasiment au monde de notre du service triple play. Et ça finira par poser un problème. Combien même, j'entends qu'on se gargarise avec le 4e opérateur ou un 5e, je ne sais plus, en Allemagne. On a 4 opérateurs en France. Est-ce que l'économie est viable à terme quand on doit investir des dizaines de milliards d'euros pour la fibre optique? Il faut quand même se poser la question. Merci Étienne. Côté Caisse des dépôts, la Caisse des dépôts, Banque des territoires.
Banque des territoires, qui est actionnaire de nombreux RIP en France. Donc comment vous aujourd'hui, vous analysez cette nouvelle donne qui, selon Étienne, était tout sauf une surprise? Alors c'était tout sauf une surprise, et c'est vrai que lorsque je venais en tant que caisse des dépôts il y a quelques années, et que je viens aujourd'hui en tant que banque des territoires, merci Sébastien de rappeler ce changement de sémantique, mais qui correspond aussi à un mouvement dans notre établissement, d'agréger et de fédérer l'ensemble des métiers à destination des projets des collectivités territoriales. On a évoqué maintes fois effectivement ce sujet. Je peux attester que Étienne, en tant que Philippe Infranum aujourd'hui, martelait effectivement déjà il y a plusieurs années que c'était un non-sujet, c'était juste la question du quand et du moment. Et je ne reviendrai pas effectivement sur ce qu'Antoine a rappelé, sur les raisons, les motivations, et j'imagine d'ailleurs que Orange et SFR tout à l'heure qui nous rejoindront sur scène donneront aussi leur propre perception et leurs raisons, leurs motivations à leur venue sur les réseaux d'initiative publique. Je voudrais compléter ce que Alain Lagarde disait tout à l'heure, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1 million de prises aujourd'hui commercialisables dans les RIP, mais il y en a surtout de plus en plus chaque jour. Et ça, c'est une... donc sans doute qu'en 2018, la photo sera encore bien meilleure, et c'est cette dynamique impulsée par le plan France Très Haut Débit, l'action des collectivités territoriales, qui fait que le volume de prise et de foyers à connecter et à desservir étant de plus important, l'intérêt est vraiment présent. Et je crois qu'il ne faut pas effectivement sous-estimer le rôle qu'ont joué un certain nombre d'opérateurs d'envergure nationaux. Merci Antoine de rappeler qu'effectivement Nordnet qui viendra tout à l'heure, même si c'est pour, je crois Christophe, sur le sujet de la radio, et Nordnet est un opérateur présent nationalement, Vidéo Futur est un opérateur présent nationalement sur l'ensemble des RIP. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a de très bons scores de commercialisation de la part de ces opérateurs-là, qui seront relayés, renforcés par la dynamique des 4 grands qui viendront petit à petit sur les réseaux. Et même, cher Alain, c'est vrai qu'on a des communes qui sont commercialisées à 20, 25, 30%, mais il y en a aussi à 45, 50 très vite, sans même la présence encore des opérateurs nationaux. Donc il y a une vraie dynamique, et évidemment, on le disait aussi depuis des années, ça correspond à des attentes des particuliers, du grand public, qui sont en souffrance parce que les débits sur ces territoires-là étaient très mauvais, et donc l'impatience aidant, le taux de souscription est très fort, et je pense que à la limite, il faut se féliciter collectivement du mouvement et de la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Merci Gaël. Je vais demander à donc, 2 opérateurs qui ont été rejoints par des OCED, donc en tout cas il y a des annonces, on va voir ce qu'il y a derrière. Je vais donc demander à David Elfassi et Jean Caruette de nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Jean Caruette pour Covage. Jean est directeur régional sud et ouest de Covage, et David Elfassi, c'est le patron d'Altitude Infrastructure. Voilà, merci à tous les 2 d'être avec nous. Oui, on a mis la marche nuptiale, parce qu'effectivement, ce qu'on célèbre, c'est vos mariages. Mais si je t'ai dit qu'un jour, je verrais monter sur scène David Elfassi et Jean Caruette sur cette musique. Bref, trêve de bêtises. Donc, on l'a entendu dans le courant de l'année, et voire un peu à la fin de l'année dernière, un certain nombre d'OCEN rejoignent vos réseaux. Alors, en l'occurrence, l'idée, c'est de nous dire comment c'est arrivé. Alors, de SFR et de Bouygues pour Covage, et puis de Free pour Altitude. Comment elle s'est construite, comment avoir négocié, parce qu'on se doute bien qu'il y a peut-être des conditions à l'entrée. Donc comment ça s'est passé, c'était quoi les attentes de chacun dans ce partenariat? Voilà. Donc racontez-nous un petit peu, c'est presque la rencontre, c'est ce qui fait qu'à un moment donné on signe un contrat. Pas forcément un contrat de mariage, mais en l'occurrence, voilà. Jean Caruette? Je commence, si on est d'accord. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Ruralitique pour cet accueil. Merci. C'est un événement auquel Covage tient particulièrement et est encore présent cette année. C'est un événement qui, effectivement, depuis maintenant plusieurs années, est devenu un incontournable et un événement par excellence, un événement rural, voilà, par excellence.
je voulais excuser l'absence parmi nous de notre président du directoire, Pascal Réalan, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui et qui m'a donc demandé de le remplacer. Alors, pour nous, chez Covage, il ne faut pas se le cacher, ça a été dit autour de la table, l'arrivée des OCEN, le terme est à revoir, l'arrivée des 4 grands est une bonne nouvelle, c'est une évidence. Pourquoi maintenant? On en a déjà un petit peu parlé. La taille que représentent les RIP aujourd'hui font de ces acteurs, en particulier comme Covage, des acteurs qui étaient neutres, non discriminants et qui n'avaient pas accès en direct au marché de détail. Pour eux, pour nous, l'arrivée de ces OCEN est, je dirais, la boucle qu'il fallait boucler. C'est-à-dire que l'initiative du plan France Très Haut Débit lancée en 2012 arrive aujourd'hui, je dirais, à sa pleine réussite. Alors certes, on a encore beaucoup de travail à faire, nous, Covage. Aujourd'hui, la venue des OCEN est une grande étape. Et je vais vous dire en quelques mots comment ça s'est passé. Tout d'abord, nous avons eu en premier lieu des discussions qui sont venues assez naturelles avec Bouygues Télécom au second semestre 2017, puis avec SFR fin 2017. Et aujourd'hui, après ce premier semestre de 2018, nous avons concrètement une réalité opérationnelle de ces accords cadres qui ont été signés, puisque des clients SFR sont actifs depuis plusieurs mois sur les RIP Covage, et ceux de Bouygues Télécom le sont depuis une semaine. Donc c'est une réussite. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions qui ont porté sur les aspects, je dirais, d'ingénierie de réseau, de collecte, de système d'information. C'est bien naturel, parce que quand on est un OCEN de la taille de SFR, ou de Bouygues Télécom, ou d'Orange et de Free, puisque on en parle aussi, on a besoin de s'assurer d'avoir en face de soi un interlocuteur qui est fiable et qui va, on va dire, faire ses meilleurs efforts pour essayer de s'intégrer au mieux dans les processus internes d'un OCEN. Pourquoi? Parce qu'un OCEN, comme vous le savez, il vend une offre en France, partout, et c'est partout la même. Donc ces processus internes, il les connaît, il les maîtrise, et il faut que les nôtres essayent de s'approcher au mieux des siens. Alors, pour cela, on a effectivement tenu de nombreux ateliers techniques qui ont été organisés avec les différentes équipes. Il y a également des visites sur site, sur nos réseaux. Il ne faut pas se cacher, la partie négociation du contrat avec ses nombreux annexes a nécessité de forts investissements de part et d'autre, mais pour nous, en tout cas, la plus importante part des investissements réside vraiment dans la mise en place d'équipes techniques dédiées et de direction de projet dédiées, en miroir de celles que nous présentaient les OCEN. Pour cela, Covage, on a dû effectivement mettre en place une gouvernance de projet, recruter, et il a fallu aujourd'hui pouvoir, je dirais, obtenir des solutions internes qui satisfaisaient complètement l'ensemble de la chaîne de production d'un OCEN, de la prise de commande à, je dirais, au SAV. Alors, tout ceci est possible aujourd'hui, et il faut le rappeler, grâce au travail de l'ARCEP, c'est ligne directrice, grâce au travail de la mission Très Haut Débit. C'est ce qui fait aujourd'hui la clé de la réussite et de la venue des OCEN, on l'a dit. Chez nous, on a encore du travail dans le sens où il faut faire preuve, je dirais constamment, d'une forte adaptabilité, car les attentes des OCEN ne sont pas toutes identiques, ni au même endroit dans la chaîne de production. Il est fondamental que nous puissions nous caler par rapport à ces demandes. Ces chantiers, en tout cas aujourd'hui pour Bouygues Télécom et SFR, sont derrière nous. Donc on est rentré véritablement dans une phase de commercialisation. Il y aura à faire ce même travail de notre côté avec Free et Orange, on espère le plus tôt possible. Toutefois, il demeure un suivi après ces chantiers, un suivi précis d'action qui vise à, je dirais, à améliorer dans un souci permanent le parcours client. Voilà, c'est important. Je conclurai par le fait qu'aujourd'hui, Covage cette expérience chez Covage a satisfait l'ensemble
des collaborateurs. C'était une expérience motivante. C'est, comme je l'ai dit, un événement important qui touche à deux enjeux pour nous. Bien évidemment, l'image d'Eric, qu'on place là grâce à cette venue des Océans véritablement au cœur de leur rôle essentiel, c'est-à-dire d'être le support demain de l'infrastructure des services fournis par les Océans, comme c'est le cas sur la DSL et le démontage. Et pour nous, bien évidemment, c'est la possibilité de garantir une rentabilité plus rapide, comme on l'a vu, avec le taux de pénétration des Océans. Voilà. Merci Jean, merci beaucoup. Côté Grand Est, alors ce partenariat, cette arrivée de Free, cette annonce, pour l'instant, elle est périmétrée sur le réseau Grand Est? Non, mais justement, je voulais corriger un petit peu ce que tu as pu indiquer. Pour information, en fait, ça fait quasiment un an jour pour jour qu'on a signé le contrat avec Bouygues Telecom sur l'arrivée de l'ensemble de nos réseaux d'initiative publique. Et depuis, les premiers déploiements sont effectifs, les premiers clients sont aujourd'hui activés, on a pu envoyer nos premières factures, enfin tout va bien. C'est bon, c'est fluide, ça va. Voilà. À côté de ça, on a signé avec Free, effectivement, au début de l'été, pour l'intégralité de nos réseaux, pas spécifiquement le réseau du Grand Est. Ensuite, il faut bien démarrer par une plaque pour des infrastructures. C'est vraiment l'intégralité de nos plaques. Avec SFR, nous sommes en discussion en fait active, je dirais même finale, sur les contrats, pour que SFR puisse arriver sur l'ensemble de nos réseaux également à partir de 2019. Et puis avec Orange, je pense que je laisserai Cyril en parler. Je pense que ça ne serait tardé aussi. En tout cas, sur les communes de Saint-Lô et Cherbourg que l'on a récupérées derrière un ex-délégataire, aujourd'hui on est interconnecté avec Orange et avec SFR, voilà, et tout fonctionne. Alors pour essayer de ne pas être redondant avec Jean, quand tu disais tout à l'heure effectivement des conditions spécifiques, des rabais, des choses comme ça, on est dans des DSP, donc on a un seul catalogue. Je ne peux pas dire, tiens, toi je t'aime bien, je te fais une petite remise, toi je te la fais pas. Ça ne se passe pas comme ça. On a un catalogue unique, il faut discuter avec l'ensemble des opérateurs. Alors évidemment, de leur côté, je ne reviendrai pas sur les aspects techniques, etc. Forcément, il faut que ça marche. Mais les sujets qui ont été abordés, ça a été pour Bouygues qui a eu un souhait, c'est d'avoir une collecte activée. On sait que d'autres opérateurs d'ailleurs s'intéressent aussi à ces collectes actives, et il y a aussi la durée de droit sur les fibres optiques pour les opérateurs qui a été un grand sujet. Il y a l'interconnexion des stations de base qui a été un sujet. Et puis de l'autre côté, nous concernant, il y avait des tarifs qui étaient en adéquation avec les plans d'affaires que l'on avait. Donc d'ailleurs, je dis que les Océans, on dit pas ça pour Free, mais après coup, ils arrivent sur les plaques un petit peu dans le calendrier que l'on avait imaginé. Mais dans le même temps, tous les opérateurs aujourd'hui, que ce soit pour les entreprises avec des Altista, des Mint, des Jaguar, ou pour le grand public avec Vitis, Freebox, pas en oublier quand même, parce que ce sont nos clients et c'est important de les citer, Nornet, Coriolis, Ozone, voilà, aujourd'hui arrivent parfaitement à remplir les réseaux, et on se doutait bien que, j'employais le terme de poil à gratter à la Vita il y a quelques temps, je disais ça va finir par tellement gratter que leurs opérateurs vont arriver, mais Antoine n'a pas continué là-dessus, il va peut-être le faire derrière, on est persuadé qu'au moment des ruptures technologiques, c'est à ce moment-là que de nouveaux acteurs peuvent se créer, comme Free est arrivé sur la rupture technologique du cuivre, avec l'arrivée de la DSL. Mais nous, donc, face à ça, ce qu'on a voulu vis-à-vis des Océans, c'est des tarifs corrects. Je tiens à préciser qu'effectivement, on a d'excellentes collaborations avec la mission et avec l'ARCEP sur les tarifs. Mais avec l'ARCEP, il faut aussi que l'on puisse faire valider nos fameux catalogues tarifaires, qu'ils suivent les lignes directrices. Mais au bout d'un moment, je dirais que à quelques centimes près, quand le client et quand l'acheteur sont d'accord sur des prix, je pense qu'il faut nous laisser toute liberté de pouvoir peaufiner nos catalogues tant qu'on est dans un corridor tarifaire qui correspond aux recommandations fixées par l'ARCEP. Et l'autre point, pour essayer de faire gagner du temps, parce qu'on est un petit peu en retard, ça a été d'avoir des contrats solides.
Avec les annonces des SFR qui ont eu lieu il y a à peu près un an, jour pour jour, on s'est rendu compte qu'au travers de nos contrats de co-investissement actuels et au travers de la loi, il était difficile de protéger les collectivités contre le doublement des réseaux, parce qu'un contrat, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans et 35 ans pour les plus longs. On ne sait pas si dans 10 ans, un opérateur, peut-être un OCN actuel, ou un nouvel opérateur qui sera arrivé, n'aura pas envie de déployer des infrastructures en doublon de celles déployées par les collectivités. Donc nous, on a fait insérer dans notre catalogue une clause de dépéréquation des tarifs, c'est-à-dire qu'un opérateur achète X, une fibre pour une durée de 20 ans ou plus, et si toutefois cet opérateur décide de doublonner le réseau à certains endroits, eh bien son tarif sur la plaque est dépéréqué, donc il ne paiera plus X, il paiera X plus une grosse partie de X. Enfin, plus la dépéréquation est forte, plus le coefficient multiplicateur est important. Ça a été un point sur lequel nous, on s'est battu. Voilà. Et alors, je ne sais pas si tu comptais poser les questions en 2 fois ou on répond tout d'un coup comme ça. On va au bout de ton propos, je te On va au bout de mon propos. Il y avait la grande question qui était de dire est-ce que les OCN vont faire en sorte que le THD va arriver encore plus vite sur le territoire. Bon, d'une part, je pense qu'aujourd'hui, on l'a tous dit, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de formations à faire pour qu'on ait la capacité industrielle à déployer déjà les calendriers d'origine que nous avons. Oui. Donc je ne pense pas que les OCN nous feront arriver plus vite, au contraire, les OCN eux-mêmes, et Orange en tête, accélèrent et donc utilisent également énormément de main-d'œuvre. Donc on va tenir nos calendriers, mais de là à dire qu'on va accélérer parce qu'ils arrivent, ce sera, je pense que ce sera difficile, on ne veut pas tenir de fausses promesses. Et puis à l'inverse, je pense que je m'amusais à tweeter ça tout à l'heure, c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plutôt l'arrivée des RIP et l'arrivée du très haut débit massivement et la demande des consommateurs qui font arriver les OCN. C'est pas dans l'autre sens que ça va. Et tout simplement parce que les utilisateurs aujourd'hui, quand ils utilisent de la fibre optique, je m'amuse à dire ça souvent, ils vont sur Internet comme on utilise des micro-ondes. J'allume, j'appuie, ça marche. Voilà. Donc ça fait plus de différence. Voilà, donc nous, ravis d'accueillir les OCN sur nos plaques, mais j'en oublie pas tous les opérateurs qui nous ont suivis dès le premier jour et qui font aujourd'hui de très très belles performances commerciales sur nos réseaux. Oui, si tu permets, Sébastien, je vais rebondir sur la deuxième partie de la question. Pour compléter ce que vient de dire David, sans trahir de secret, ce que nous demandent aujourd'hui les OCN qui viennent de signer avec nous et qui ont déjà des clients, c'est des prises fraîches, c'est-à-dire quand est-ce que nous, on est capable de leur fournir de nouveaux NRO pour poser leurs équipements. Donc le principal effet de levier demain pour une venue, je dirais pour répondre à la question de ce que les OCN vont aider à la pénétration du THD en France, le premier effet de levier, c'est notre capacité à nous, opérateurs d'infrastructure, à produire ces prises dans les calendriers qui nous ont été donnés. Aujourd'hui, on sait, et on en est certain, que lorsque les prises sont livrées, qu'elles sont commercialisables, quelques mois après, les OCN sont présents. Merci. Merci pour cette précision. Merci à tous les deux. Je vais vous demander effectivement de laisser votre place à présent à justement ceux qui ont contractualisé ou vont contractualiser peut-être avec vous. En l'occurrence, je demande à Cyril Luneau et Lionel Recorbet de bien vouloir rejoindre ce plateau. Voilà, vous y avez droit aussi. Donc on a eu les deux points de vue, les points de vue de ceux qui vous accueillent à travers leur réseau et puis qui vous accueillent à moi, parce que je n'ai pas d'actu côté Orange, mais j'ai l'impression que c'est en train de bouger, ou alors c'est parce que je suis mal informé, mais on va en parler tout de suite. Et puis, ah oui ça je sais. Et côté SFR, donc Lionel Recorbet, on l'a entendu, effectivement, il y a des contrats qui se signent, des arrivées de scène, tout le monde a l'air effectivement content de ça parce que ça vient faire venir des marques reconnues sur ces réseaux, en soutien d'autres marques, ça stimule aussi la concurrence d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, première question à Lionel Recorbet, parce qu'on se souvient effectivement l'an dernier, vous arriviez avec une approche qui était de dire bon fibrer la France tout seul, puis finalement c'était quelque chose d'assez étonnant, dont tout le monde se souvient. Et puis au cours de l'année, effectivement, vous avez orienté cette démarche-là, dans la continuité de ce que vous avez fait sur les RIP depuis plus d'une douzaine d'années. Et maintenant, on est à l'étape d'après, vous avez souvent dit ici, quelquefois dit ici ou à levier aux états généraux des RIP, pour l'instant, on s'occupe de nos RIP. Voilà.
Et là, donc, on vous sent prêt à passer effectivement finalement à cette offre de service sur des réseaux qui ne sont pas les vôtres. Complètement. Alors pourquoi effectivement, l'année dernière, on avait une méthode un peu particulière. On a fait un virage clairement stratégique, mais on n'a jamais changé la finalité de notre stratégie. C'est d'être présent sur l'intégralité du territoire. Et par rapport à ce que disait Étienne tout à l'heure, hein, c'était un non-sujet. Effectivement, on a toujours affiché le fait que le groupe SFR serait présent sur l'intégralité du territoire national avec des offres commerciales à très haut débit et sur fibre. Bon, juste pour rappeler cet aspect et la carte qui illustre, hein, aujourd'hui, SFR, c'est un partenaire historique des collectivités. Ça a été l'un des premiers opérateurs de réseaux d'initiative publique sur le territoire, avec l'OAS qui a été signé en 2004. Et aujourd'hui, on sent une réelle relance des réseaux d'initiative sur le territoire, puisqu'on a plus d'un million de prises FTTH qui ont été signées. Il y a de futures annonces, on ne va pas s'en cacher, on sait que la Corse a été notifiée très récemment, le Gard a été notifié très récemment, on ne les a pas mis volontairement sur la carte parce qu'on va faire des annonces publiques avec ces départements-là, mais on va enrichir clairement les territoires avec de nouvelles délégations de services publics et de nouvelles prises FTTH à déployer. Notre volonté, clairement, est d'aller couvrir un maximum de territoires. Et couvrir un maximum de territoires se fait au travers des réseaux d'initiative publique, se fait au travers aussi des investissements que l'on fait en propre au travers des zones amies. On a notifié récemment, et l'ARCEP a notifié récemment de nouveaux engagements du groupe au titre du L3313, en renforçant le volume de prises, puisqu'aujourd'hui près de 2,7 millions de prises vont être déployées par le groupe SFR d'ici à 2020 sur la zone amie. Donc l'ensemble de ces déploiements aujourd'hui est quasiment supérieur à 4,5 millions, voire 5 millions de prises qui vont être déployées par le groupe sur le territoire national. Mais le territoire national, hormis la zone de présence, hein, le territoire national, si on prend en compte cette zone de présence, c'est 36 millions de prises. Donc il n'est pas question qu'on laisse une majorité du territoire sans offre SFR. Et c'est pour ça que la démarche très claire est de continuer à travailler auprès des collectivités pour conquérir de nouveaux territoires et gagner de nouvelles DSP. Il y a encore quelques DSP qui sortent sur le territoire. Il y a les fameuses zones AMEL qui sont présentes sur le territoire, sur lequel le groupe se positionne et a bien l'intention effectivement de travailler avec un certain nombre de collectivités qui voudront bien travailler avec nous pour déployer ces réseaux-là. Mais en complémentarité de l'ensemble de ces zones-là, la question se pose d'aller sur les réseaux d'initiative publique qui ont été déployés par les autres opérateurs, d'aller sur les zones amies qui sont déployées par Orange. Et donc, le groupe SFR a bien l'intention d'être présent sur l'intégralité des prises qui seront déployées sur le territoire. Alors, cette stratégie, on l'a engagée très rapidement, puisque à partir du moment où on a défini le périmètre d'intervention en fonds propres ou au travers des partenariats avec les collectivités qui ont été mis en place, on a dans la foulée conclu des accords importants avec l'ensemble des opérateurs de RIP, et ceux qui ne sont pas encore signés sont en cours de négociation. Donc on a clairement inauguré un certain nombre de réseaux. Hein. Le 20 juin, on a signé un accord avec Provage sur le 77. Le 21 juin, on signait avec Action sur le Nord-Pas-de-Calais. Le 9 juillet, on était avec Action pour entrer sur le réseau de la Loire. Jeudi, moi, personnellement, je suis dans l'Aisne pour enchaîner une ouverture commerciale sur l'Aisne. Et on a annoncé aujourd'hui la signature du contrat avec la région pour l'Auvergne, et donc pour mettre en œuvre le plus rapidement possible, sous réserve de résoudre les derniers problèmes techniques, parce que comme l'ont dit David et les gens, on a un certain nombre de sujets techniques sur lesquels on doit travailler. Et donc, une fois qu'on a mis en œuvre l'intégralité de ces sujets techniques, derrière, on ouvre commercialement, et on ouvre commercialement le plus rapidement possible sur l'ensemble des territoires.
Donc cette démarche, en fait, elle est opérée et elle est active aujourd'hui sur Covage, elle est active sur Action et elle est en cours de finalisation sur les deux grands autres opérateurs de RIC quelque part que sont Attitude et Orange, sans oublier effectivement TDF sur lequel on est en train de travailler aussi. Donc notre stratégie est vraiment d'être présent intégralement. C'est une stratégie d'investissement massif. Le groupe, depuis 3 ans, a investi plus de 7 milliards dans le développement des infrastructures. Cette volonté d'investissement, elle a toujours été affichée. On est un groupe d'investissement. On est un groupe qui travaille sur l'investissement massif. L'investissement massif sur le très haut débit. Aujourd'hui, près de 11,5 millions de prises. Vous voyez à l'écran la couverture fibre du groupe au sens FTTH et FTTB. On a une stratégie massive d'ouverture de ville puisque le programme d'ouverture concerne près de 400 communes qui sont en ouverture ou en extension d'ici à la fin 2018. Donc notre volonté est d'être le plus rapidement présent sur l'intégralité des infrastructures sur le territoire. Cet investissement, il passe aussi par la 4G, par le New Deal mobile. Je ne vais pas déflorer la table ronde suivante, mais l'investissement du groupe est aussi extrêmement important sur la 4G et derrière, demain, sur la 5G, puisque les premières expérimentations in situ ont eu lieu fin du premier semestre et SFR compte bien travailler très fortement sur l'ensemble de ces technologies, que ce soit la technologie très haut débit fixe ou très haut débit mobile. Merci Lionel Recorbet. Côté Orange, effectivement, alors donc voilà, j'apprends qu'il y a un rapprochement autour de ce réseau Auvergne, de ce temps. Là, je trouve ça formidable, juste formidable. Donc Cyril Hulot, on n'a pourtant pas eu l'impression, en même temps que c'était forcément un élément de stratégie, souvent ici même, et également à Deauville, vous nous avez dit, bon, nous on a déjà 30% des RIP à gérer, on a déjà énormément de choses à faire, pour l'instant on priorise. Donc voilà, racontez-nous quelle est votre stratégie, la stratégie du groupe Orange par rapport justement à ce rapprochement des OCED et des réseaux d'initiative publique, sachant que vous êtes l'un et l'autre. Oui. Alors, pour commencer, d'abord, partenaire historique de Ruralitique, je le revendique à chaque fois, mais 13e fois qu'on est partenaire, et on sera là l'année prochaine. Orange veut être au rendez-vous du FTTH, on l'a dit et répété, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut regardons là où il y a du volume de prise. Et le volume de prise aujourd'hui, il est évidemment sur la ZTD, il est sur la ZND, sur la zone. Alors, la zone très dense, la zone très dense, excusez-moi, la zone très dense et la zone moyennement dense, la zone de déploiement en propre sur lesquelles Orange a pris un certain nombre d'engagements. Et sur ces déploiements, sur ces zones, on est en effet au rendez-vous puisque globalement, 7 prises sur 10 qui sont déployées aujourd'hui ont été déployées par Orange. Et donc on continue nos déploiements et c'est des engagements prioritaires que l'on a pris puisque ce sont des engagements très forts qui peuvent être sanctionnés par l'ARCEP. Et donc vous voyez bien que c'est un processus industriel et si on était, j'ai rappelé quelques chiffres pour montrer que c'est un outil industriel que l'on met en place chez Orange et on est très heureux et très fiers de pouvoir le mettre en place. En 2014, on était capable de déployer 1,1 million de prises. En 2016, c'était 1,7 et cette année, on va faire 2,5 millions de prises. Je parle évidemment que sur les réseaux privés, c'est-à-dire que sur la partie zone très dense et zone moyennement dense, déploiement en propre. Donc vous voyez que c'est un parcours difficile, mais qui est toujours sur lequel on accélère et on continuera d'accélérer. C'est la priorité des priorités. C'est pour ça que, y compris sur la zone RIP, eh bien, nous avons été sans doute un petit peu en retard au début, puisque nous n'avons une part de marché aujourd'hui de 18% par rapport au nombre de prises qui ont été réellement déployées. Donc vous voyez qu'il y avait un décalage important par rapport à cette zone RIP. C'est parce qu'on était très occupés à mettre en œuvre, en effet, les déploiements sur la zone dite privée. Aujourd'hui, il y a 10 millions de prises qui existent sur le sol national. Sur ces 10 millions de prises, sur lesquelles il y a une offre
Orange, eh bien, Orange a 2,25 millions de clients. Et donc, c'est une belle performance, mais il va falloir aller toujours plus loin. Et je reprends les propos d'Étienne, qui expliquait que c'est pas en ayant des offres à 2, 3, 4 euros sur la DSL qui vont permettre aussi de donner une appétence supplémentaire sur la fibre pour que les clients nous suivent et continuent à acheter les offres que l'on peut faire sur la fibre. Donc attention à ce point. Du côté des RIP, voilà. Alors, du côté des RIP, on a en effet mené depuis quelques années une stratégie très ambitieuse pour recoller au peloton et voir essayer de dépasser le premier de cordée, également sur les RIP. Et donc, aujourd'hui, on est délégataire, on a été choisi sur 17 RIP, ce qui représente 29 départements, et c'est à peu près 30% des prises qui sont à déployer sur cette zone RIP. Donc, Orange, ça c'est pour la partie opérateur de réseau, mais là où vous m'attendez, c'est d'abord, est-ce qu'on sera au rendez-vous pour déployer ces prises? Oui, on met la même intensité en termes d'opérationnalité pour déployer convenablement ces prises. Deuxième chose, c'est que dans les idées reçues, c'est quand Orange a des réseaux d'initiative publique, eh bien, et ou des réseaux qui déploient, eh bien, il s'acharne à faire en sorte que les autres opérateurs ne puissent pas venir ou d'une manière difficile sur ces réseaux. Alors, je vous rassure sur à la fois les zones très denses, les zones moyennement denses et sur les RIP, nous avons des clients et des acteurs qui viennent, et parmi les OCN notamment sur ZDD, sur ZLD, évidemment les 4 opérateurs nationaux, les 4 FAI nationaux sont présents. Il y a même un opérateur qui s'appelle COSC qui est maintenant présent et qui va faire des offres pour les entreprises. Deuxième niveau sur la partie RIP, eh bien, nous avons en effet un certain nombre d'opérateurs qui ont signé. SFR vient d'annoncer donc il serait présent sur l'Auvergne, mais Bouygues Télécom sur la Bretagne, Free a signé avec nous dès le départ la Mayenne, et donc on a un accord avec Free pour qu'ils viennent sur l'ensemble des RIP que l'on exploite. Et tout ça vient évidemment du fait qu'il y ait du volume. Vous l'avez tous répété ici, à partir du moment où il y a des gros RIP, c'est-à-dire des gros volumes, et là il y a un intérêt évident des opérateurs à venir. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pense, on est le premier cofinanceur de RIP sur la partie FTTH. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 18% des prises réellement déployées sur la partie RIP, et pourtant nous sommes présents sur à peu près 800 000 prises RIP. Donc ça veut dire qu'on est également présent sur les autres RIP. Nous sommes présents avec SFR, nous sommes, que ce soit sur la zone admin, sur la zone RIP, nous sommes présents également avec Covage, comme ça a été répété, sur Action et depuis longtemps avec notamment Pau par exemple, et sur Attitude, on l'a dit sur la marche. On va continuer à travailler pour être évidemment au rendez-vous en tant que FAI et pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients des services de qualité, j'insiste, de qualité, et sur la totalité des NRO et des PM, des zones arrières. Donc nous ferons en sorte d'être présents, donc on va continuer de l'être. Et puis je voulais dire aussi que c'est pas seulement les OCN. Et je me suis amusé à faire la carte qu'on a l'habitude de proposer normalement les petits camarades, mais néanmoins concurrents opérateurs de RIP, en disant nous, il y a plein d'opérateurs sur nos RIP. Nous aussi, et voilà, donc j'ai napalmé un petit peu un slide pour montrer qu'on était capable aussi de montrer beaucoup de couleurs et beaucoup d'opérateurs qui sont présents et qui trouvent une offre correspondant à leurs besoins sur les RIP Orange. Voilà, cher ami. Merci beaucoup Cyril Luneau. On est un tout petit peu pressé par le temps, donc je vais vous demander de dire un petit mot de conclusion chacun par rapport à ça. Donc Alain Lagarde, Gaël Serrandour, Étienne Dugas et Antoine Daron. Oui, ce que je voulais dire, j'ai une petite remarque à faire, parce que je pense que l'intitulé de l'atelier c'était RIP et OCN, mariage de réseau. Moi, je suis tenté de dire que c'est moins pour une question de service que pour des questions de migration du cuivre vers la fibre, de concurrence, de liberté de choix pour les consommateurs, et enfin de taux de rentabilité des investissements publics.
Cela étant, j'ai aussi quand même un sujet sensible et je crois que là-dessus je pourrais m'étendre puisqu'on est pressé par le temps. Ce serait une fausse bonne idée de laisser les OCEAN se charger seuls des missions de service public, au risque qu'ils imposent, je crois, leur modèle technique et économique. Je crois que c'est une question qu'on a posée, nous, à la VICA, et je crois que je vous rapporte textuellement. Merci Alain. Étienne? On n'a pas encore parlé de l'annonce d'Orange sur la fin du RTC. La fin du RTC, c'est quand même magique, ça. On a parlé de migration du cuivre, vous vous souvenez qu'ARCEP avait organisé, il y avait une mission, non, c'était pas l'ARCEP, c'était mission Champ-Sort, ancien président de l'ARCEP. Et aujourd'hui, c'est Orange, Michel qui dit non. C'est pas la même chose. Je suis d'accord, je me suis repris, cher. Non, mais là, laisse-moi finir. C'était un mot de conclusion, Étienne. Je dis ça, je dis rien. Mais donc, où est-ce que je voulais en venir? Tout simplement, c'est que c'est bien les citoyens qui commandent, et aujourd'hui il y a une telle appétence sur les fibres qu'Orange vient d'annoncer la fin du RTC. Donc il n'y a pas de sujet. Mais si, il n'y a pas de sujet, c'est que vous serez bien obligés tous, autant que vous êtes, d'aller chercher les prises là où elles existent, qu'elles vous appartiennent ou qu'elles ne vous appartiennent pas. C'est ça que je veux dire. Donc vous serez forcément client de la totalité des RIP, sauf à décider que vous auriez des zones totalement blanches sur la carte de France, et vous venez tous les deux dire exactement l'inverse, ce qui était une évidence quand on est opérateur national. Merci Étienne. Gaël? Oui, alors peut-être pour éviter de créer une ouverture, y compris avec la salle, et que ce soit un véritable mot conclusif, je voudrais juste, parce que depuis tout à l'heure on a beaucoup parlé, et c'est normal, finalement de l'arrivée et des offres grand public, donc quelque part des offres triple play, des offres de qualité, de cinéma, de télévision et d'internet à très haut débit pour l'ensemble des territoires. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas que toutes les collectivités territoriales, lorsqu'elles déploient des réseaux d'initiative publique, elles pensent aussi aménagement numérique avec les entreprises, avec le fibrage des points hauts et des sites de téléphonie mobile. On l'a mentionné tout à l'heure, l'une des raisons de l'arrivée de Free sur un certain nombre de réseaux, c'est aussi la nécessité pour eux et la possibilité, avec les réseaux d'initiative publique, de fibrer les points hauts. Et puis je pense que lorsque on a évoqué tout à l'heure les sujets des territoires connectés et des services, que ce soit de la Smart City ou des territoires intelligents, ces réseaux d'initiative publique, ils vont permettre aussi de desservir et de fournir des services numériques qui vont au-delà, c'est l'IoT, c'est les réseaux bas débit, c'est le fait d'interconnecter des capteurs. Et donc je pense qu'on a eu là une discussion aujourd'hui, 2018, sur l'arrivée et le mariage des OCEAN et des réseaux d'initiative publique. Et je pense qu'il sera intéressant, par exemple l'année prochaine, en termes d'édition, d'avoir le même type de débat, mais en ouvrant sur le sujet des services numériques futurs, qui ne soient pas que les services de triple play, qui bien sûr représenteront une partie très importante de l'activité commerciale des OCEAN et des réseaux d'initiative publique. Mais il y a aussi d'autres services demain pour les entreprises et les territoires. Merci beaucoup Gaël. Antoine, un dernier commentaire, et puis ensuite on embraye sur le New Deal. Oui, une petite précision. Les annonces d'Orange, c'est pas du tout la fin du cuivre. C'est la fin d'une technologie sur le cuivre. Le réseau cuivre ne bouge pas. Il n'y a eu aucune annonce concernant le réseau cuivre. Donc toutes les lignes téléphoniques ne bougent pas. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce que, non mais j'allais dire, t'inquiète pas, j'en ai pas laissé passer ça. L'interprétation des journalistes ou parfois des opérateurs peut prêter à confusion. Non, vous inquiétez pas, les lignes cuivre demeurent. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un an, les élus nous demandaient plutôt de fermer le réseau cuivre. Aujourd'hui, ils nous demandent de le laisser, ce qui montre bien que les choses évoluent. Deuxième point, c'est que je rebondis sur ce que dit Gaël, c'est qu'avec ces infrastructures, on a construit des fondations super solides, hyper béton, on va pouvoir aller très haut. Mais on n'a fait que des fondations. Donc, en gros, ça ne sert à rien. On n'a pas dépensé 10 milliards, enfin, on est en train de dépenser 10 milliards d'argent public pour simplement édifier une maisonnette en paille, des trois petits cochons, ou même en bois. Et on est là pour construire quelque chose, donc on est juste à l'étape 0 du développement, qui était un préliminaire nécessaire, mais on est à l'étape 0, donc c'est bien de se féliciter, mais il faut regarder devant. Et troisième chose, et j'en terminerai par là,
c'est que l'enseignement qu'on peut retirer du plan France Très Haut Débit sur le fixe, parce qu'on est à une heure de premier bilan, on va dire, c'est que c'est l'union qui fait la force et l'industrialisation. C'est vrai que parfois, il y avait des acteurs qui pouvaient avoir des bonnes idées dans leur coin. Oui, elles étaient peut-être meilleures que le mainstream, que le courant général. Sauf que ce qui fait que le plan France Très Haut Débit a fonctionné, et ce qui fait que les OCL viennent aujourd'hui, c'est qu'on a eu quelque chose de massif, de concerté, mais après, tout le monde s'est mis derrière quelque chose, une vague nationale, pas pilotée depuis Paris, mais concertée avec les collectivités, et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Sur le mobile, ce sera pareil. Si chacun veut faire son truc dans son coin, ça ne marchera pas. Il faut donc aller ensemble, avec au maximum des coordinations, et l'œuvre de la région Rhône-Alpes sur le mobile, nous, Auvergne-Rhône-Alpes, on la soutient et on insiste sur le fait que c'est ça qui fait que ça sera efficace et que ça ira vite. Donc parfois il faut savoir renoncer à ses bonnes idées dans son coin pour pouvoir aller massivement vers quelque chose d'industriel. Merci. J'espère que tout le monde aura bien compris qu'on n'arrête pas la ligne fixe. Pour bien comprendre, c'est que tout le monde pourra commander une ligne téléphonique fixe, mais ça sera derrière une box. Point final. Et voilà, c'est ça le point, et c'est un changement de technologie. Merci. Et on va rester dans le périmètre orange, puisque je vais demander à notre fleuron de l'aéronautique et du satellite. Restez avec moi pour accueillir Jean-François Bureau, donc directeur des relations institutionnelles de Telsat, qui donc en 2011, on a fêté le lancement de CASAT. 5, 4, 3, 2, 1. We have main engine start off. And we have. On était en 2011 à Baïkonour. Voilà, et ça c'était CASAT. Alors en 2021, dans le cadre d'un partenariat avec Orange et Thales, Telsat lancera VHTS Connect, qui sera le premier satellite mondial de très très grande capacité d'internet. Donc merci Jean-François de nous en dire un peu plus. Absolument, merci de nous associer à nouveau à toutes ces discussions. Nous sommes partenaires de Ruralytique depuis le lancement de CASAT, il y a donc maintenant 8 ans. Et effectivement, comme le dit Sébastien à l'instant, aujourd'hui il y a 2 grands projets qui sont en route. Un projet qui arrive l'année prochaine, qui est un deuxième CASAT, mais pour la France uniquement. Et donc, dès l'année prochaine, le satellite qui est actuellement en construction, qui s'appelle Connect, apportera d'ores et déjà, notamment pour tous les objectifs qui étaient d'apporter au moins 8 mégabits à tous les utilisateurs partout sur la France, une solution qui sera adaptée à ce projet. Et ensuite, comme tu l'as indiqué, en 2021, le satellite le plus puissant, non seulement sur l'Europe, mais probablement au monde à cette époque-là, qui fera 550 gigabits, c'est-à-dire que sur la France, nous aurons 6 fois plus de puissance que celle que nous aurons accumulée précédemment. Tout ça est une transformation considérable, et tu as mentionné l'accord commercial qui est intervenu avec Orange pour pouvoir finaliser ce projet, l'accord qui est intervenu avec Thales, par ailleurs, pour ses propres besoins dans le domaine gouvernemental. J'y vois un signe, je ne sais pas si, de même que sur le débat précédent, on voyait les OCED s'intéresser au RIP, est-ce que la coupure historique entre les opérateurs de satellites et les opérateurs de réseau terrestre est en train de tomber? C'est peut-être effectivement, là aussi, un nouveau désenclavement, si je puis dire, qui s'engage. En tout cas, la lutte contre la fracture numérique va continuer de mobiliser Eutelsat et va continuer de mobiliser l'industrie française satellitaire, une des premières au monde dans ce domaine. Et vous pouvez être sûr que nous chercherons les partenariats, les complémentarités avec l'ensemble des acteurs du domaine et bien sûr avec les acteurs du terrestre. Merci Jean-François, merci beaucoup. Juliette Jarry, on va peut-être commenter cette info qu'on a entendue là juste sur le réseau Auvergne, cette annonce qui a été faite. Est-ce que c'est une cachotterie ça? Moi je n'étais pas au courant. Alors si vous me permettez, juste un petit point avant. On a encore un petit peu de travail sur la mixité dans le numérique. Je sais. Hein, ça a été noté un petit peu dans la salle. Donc l'année prochaine, on essaie de moins de doubler. On va faire 100%. 100% Et 100% féminin l'année prochaine, on prend le pari. Non, je disais 100% d'augmentation. Ah oui, d'accord.
C'est beau l'ambition. Non, et puis effectivement, donc, comme Cyril Luneau et Étienne Dugas ont pu le souligner, je crois qu'il faut une taille critique des RIP pour que les grands opérateurs se décident à venir. C'est ce qui est en train de se passer. Effectivement, on est très heureux parce qu'aujourd'hui, on a annoncé l'arrivée sur le RIP Auvergnat de 2 nouveaux opérateurs, donc en plus d'Orange, puisque Free et SFR vont commercialiser leurs offres. Donc on est très content pour l'ensemble des Auvergnats d'avoir cette bonne nouvelle à partager aujourd'hui. Bravo. Et bravo à nos intervenants, que je vais inviter à retrouver leur place.